Je m'appelle Marcus Hay, et je n'aurais jamais imaginé que fêter mes 51 ans serait comme franchir le seuil de l'invisibilité. Le calendrier indiquait le 12 mai, mais cette date n'avait d'importance que parce qu'elle portait le poids des années passées à tenter de maintenir une famille unie qui semblait s'effondrer sous ma présence silencieuse. Ce matin-là, je me suis réveillé avec un espoir brutal, l'espoir que la survie et l'amour pourraient encore être ramenés au foyer. Je suis entré sur la pointe des pieds dans la cuisine, le cœur serré au souvenir d'anniversaires plus simples. Les crêpes aux fraises Cobray m'aidaient à retourner. Le rire de Clarisse tintant comme de la porcelaine fine tandis qu'elle prétendait que mes omelettes étaient des chefs-d'œuvre culinaires. Aujourd'hui, j'allais essayer une fois de plus de les ramener à ces moments-là. J'ai cassé des œufs dans un bol et les ai fouettés délicatement, me murmurant que cela comptait peut-être encore. Le café coulait sur le comptoir, sombre et parfumé, et je pris le pain brillant moelleux que j'avais acheté à la boulangerie en rentrant la veille au soir. J'avais envie de chaleur en cette fraîche matinée de printemps, de quoi bercer leur visage de réconfort. Quand Clarisse apparut à la porte quelques minutes plus tard, je parvins à esquisser un sourire hésitant. C'était une femme transformée par l'ambition. Sa coupe de cheveux, dans ce tailleur au carré précis, était impeccable et inflexible, les retours d'elle bourdonnant d'échéances et de rendez-vous que j'avais depuis longtemps cessé de comprendre. Elle se tenait telle une reine surveillant son royaume, un royaume où je m'étais discrètement effacé. Mais c'était mon anniversaire, et le monde pourrait s'arrêter un instant si je pouvais l'ancrer dans un souvenir qui m'en rappellerait. Je posai l'assiette d'œufs brouillés au bacon devant elle, les toasts soigneusement disposés sur le côté comme un cadeau à déballer. Elle fronça les sourcils, comme si je lui avais donné les nouvelles de la veille au lieu du petit déjeuner. Aubrey entra ensuite dans la pièce en traînant les pieds, le regard fatigué, les épaules affaissées sous le poids de ces drames d'adolescence que je ne reconnaissais plus. Je plaçai un verre de jus d'orange devant elle, espérant que sa couleur vive lui remonterait le moral. Elle but une gorgée et me lança un regard poli mais distant, reconnaissant de quelqu'un qui savait que j'essayais sans le ressentir. « Joyeux anniversaire, papa !» marmonna Aubrey, la voix neutre comme si elle lisait un texte. Clarisse eut un demi-sourire, mais je voyais la frustration dans le pli de son front. Elle consulta sa montre. « J'ai une réunion à 8 heures, et ensuite je dois déposer Aubrey à son entraînement de foot, dit-elle, s'éloignant déjà comme si ma présence était une encre tirant les poids de leurs emplois du temps. Je les regarde partir. Clarisse disparut dans le couloir avec l'efficacité d'une machine en pilotage automatique, et Aubrey la suivit comme si elle était tenue par des fils invisibles qui l'éloignaient de moi. J'étais assis seul à table, le petit déjeuner à moitié entamé refroidissant, et je sentais un vide familier s'installer dans ma poitrine. J'avais passé 28 ans à essayer d'être le mari dont Clarisse avait besoin, le père qu'Aubrey méritait. J'étais pragmatique, fiable, silencieux. Pourtant, ce jour-là, jour de mon anniversaire, ils semblaient tous deux avoir oublié pourquoi j'étais important. Les heures passaient dans un flou de solitude. Je faisais la vaisselle, les mains tremblantes au souvenir de moments plus heureux. Le premier gâteau d'anniversaire d'Aubrey. Le sourire écarquillé de Clarisse lorsque je l'avais surprise avec des fleurs avant sa première grande présentation. Je feuilletais des albums photos à la recherche d'instants où nous rions ensemble sans retenue. Des vacances en famille au bord du lac. Des road trips spontanés qui se terminaient tous les trois levés sur un canapé, la tête penchée, épuisés et satisfaits. Ces images me semblaient des visiteurs d'une autre vie. J'ai sorti mon téléphone et parcouru de vieux textos. Des vœux d'anniversaire d'amis depuis longtemps disparus. Des mèmes qu'Aubrey m'avait envoyés au hasard. Les messages affectueux de Clarisse, avant que la vie ne devienne un champ de bataille implacable entre travail et obligation, défilaient. Je fis défiler la page jusqu'à ce que mon pouce se pose sur sa photo. J'eus envie de lui envoyer un texto, « Où es-tu ?» mais je reculai avant que mon doigt ne puisse le faire. L'orgueil avait le don de me paralyser, et je me souvenais trop bien que je n'avais jamais osé défier ces silences glacials. Le soleil de l'après-midi entrait obliquement par la fenêtre du salon, projetant de longs rayons léthargiques sur le sol. Je montai dans ma voiture et roulai sans but, le volant rigide sous mes mains. Je me garai sur un parking et m'assis un moment, à contempler les canards flottant sur un étang, les familles riant sur des nappes de pique-nique, les joggeurs martelant le trottoir en rang serré. Ils me regardaient à travers une vitre, étrangers à leur célébration. Mon téléphone vibra. Pas d'appel d'anniversaire. Et je ressentis un frisson de honte. Je réalisais que j'étais devenu un fantôme dans ma propre vie. Présent et pourtant invisible. Je leur apportais soutien et nourriture, mais jamais la substance qui ancre nos relations. J'étais le moteur silencieux de tout ce qu'ils possédaient. Leur historique de crédit ininterrompu,
les réparations nocturnes au sous-sol, les repas préparés avant leur retour du travail et de l'école. Et pourtant, ils m'avaient jeté comme un outil cassé dont ils étaient devenus trop petits. La nuit tomba dans un silence sombre lorsque je tournais dans notre rue. La maison était restée la même, mais ce soir-là, elle me semblait étrangère. Le revêtement froid reflétait les lampadaires, les fenêtres sombres, autant de boucliers contre mon intrusion. Je me garai au bord du trottoir et fixai la porte d'entrée. Mon sac de sport était soigneusement rangé dans le coffre. La fermeture éclair se fermait avec la fermeté de quelqu'un qui ne voulait plus revenir. Je le portai à l'intérieur et le déposai près du couloir, appuyé contre le mur comme un témoin silencieux. Ils étaient en haut, supposai-je. Clarisse parcourait ses emails sur son ordinateur portable, Aubrey parcourait les réseaux sociaux sur son téléphone. J'inspirais profondément, invoquais chaque parcelle de l'homme que j'étais autrefois et marchais vers eux. Je les trouvai dans le salon, dos tourné. Le téléphone de Clarisse sonna, et elle répondit avec une rapidité et une efficacité fulgurantes, la voix hachée. Aubrey était recroquevillé sur le canapé, son casque occultant tous les sons, à l'exception de la lueur de son écran. Je m'éclaircis la gorge. « Joyeux anniversaire », dis-je doucement, d'une voix tremblante. Ils me regardèrent. L'expression de Clarisse était floue, une pointe d'irritation se dessinant sur ses lèvres. Les yeux d'Aubrey brillaient d'ambivalence. Clarisse me tendit un sac cadeau soigneusement emballé. Je le pris, incertain, et détachai le papier de soie. À l'intérieur se trouvait un t-shirt en coton blanc, orné de lettres noires en gras, la déception. Le rire d'Aubrey résonna comme du verre brisé. Les lèvres de Clarisse s'étirèrent en un sourire plus cruel que je n'en avais jamais vu. Je ne ris pas. Mon monde se réduisit au cercle de ma poitrine, où chaque respiration semblait saccadée et aiguë. Je les fixai, le cœur battant à tout rompre, consciente d'être complètement démunie. Ils m'observaient, le visage illuminé par le triomphe, comme s'ils avaient orchestré un dernier rideau pour moi, une éviction, une dénonciation publique de tout ce que je leur avais donné. Je baissai les yeux vers la chemise que je tenais à la main, le coton blanc me semblant soudain obscène, un rappel moqueur de mon échec profond dans quelque chose que j'ignorais devoir faire. Je sentais les larmes m'envahir, mais je les ravalai, refusant de leur céder ce spectre de satisfaction. Je posai la chemise sur la table basse, tournai les talons et sortis sans un regard en arrière. La pluie commença à tomber alors que j'atteignais ma voiture. Douce d'abord, puis battant à torrent, tambourinant sur le capot et baignant les lampadaires de halos d'incertitude. J'étais assis au volant, les essuie-glaces balayant les gouttes qui ruisselaient et tiraient, reflétant la peur et la honte qui m'habitaient. Mon sac de sport était coincé entre mes jambes et le siège passager, dernier témoignage de l'homme qui croyait autrefois au foyer et à la famille. J'ai accéléré, les phares perçant l'obscurité, et j'ai reculé dans l'allée, une douleur contenue me tordant la poitrine. La pluie s'est incrustée sur mon pare-brise, brouillant la maison derrière moi jusqu'à ce qu'elle ne devienne qu'une vague silhouette, un souvenir que je n'avais plus le droit de revisiter. Lorsque je me suis garé devant un motel bon marché en bordure d'autoroute, il était minuit passé. L'enseigne au néon brillait malicieusement, annonçant la disponibilité d'une chambre d'une luminosité presque moqueuse. Je portais mon sac de voyage à l'intérieur, chaque pas me donnant l'impression de m'enfoncer dans une vie que je n'avais pas prévue. Je me suis enregistré auprès d'un bureau de change, j'ai remis une carte de crédit et j'ai reçu en retour une carte clé, une fragile sentinelle métallique qui promettait une nuit d'abri temporaire. Le couloir moquetté sentait le renfermé et les produits d'entretien bon marché. Mes pas résonnaient contre les murs tandis que je me dirigeais vers la chambre 312. Chacun d'eux me rappelait à quel point le monde était devenu creux lorsque ceux qu'on aime se retournaient contre nous sans hésitation. Dans la chambre, je déposai mon sac près de la porte et m'affaissai sur le matelas fin, les draps humides d'une froideur institutionnelle. L'horloge sur la table de nuit affichait minuit 37, 51 ans. Un chiffre qui ressemblait moins à un accomplissement qu'à une condamnation. J'enroulai la couverture en laine sur mes jambes et fixai le plafond, écoutant la pluie tambouriner à un rythme régulier contre la vitre. L'espoir m'avait filé entre les doigts ce soir-là, laissant derrière lui un vide brut que je ne savais comment nommer. Je fermai les yeux et les images du sourire moqueur de Clarisse et du rire d'Aubrey flottèrent devant moi, tièdes et moqueurs. Je me demandais pour la première fois ce que signifierait vivre un anniversaire qui ne valait pas la peine d'être rappelé. Dehors, la pluie s'intensifiait, le vent faisait vibrer les vitres fines comme si la tempête elle-même savait à quel point mon esprit devenait agité. Sous la couverture, mes mains tremblaient. J'ai repensé à la vie que j'avais construite, tranquille, fiable, inaperçue, et j'ai réalisé avec une clarté glaciale que rien ne serait plus jamais comme avant.
J'étais allongé dans l'obscurité, le corps replié sur moi-même, le cœur battant à tout rompre, conscient que l'homme qui se lèverait demain ne serait plus celui que j'avais été au lever du soleil. Le chapitre de ma vie commencé ce matin s'était terminé avec moi, seul sous la pluie, un sac de sport en bandoulière et une chemise qui se moquait de moi, me reprochant d'être la déception. Si l'histoire avait commencé ainsi, alors il me faudrait écrire une autre fin. Une fin où les anniversaires cesseraient d'être des rappels de ce que j'avais perdu pour devenir quelque chose que je me réapproprierais. Et dans cette chambre de motel silencieuse, tandis que la pluie effaçait les péchés et les menaces de la ville, j'ai compris que l'homme que j'avais été avait disparu. Ce soir-là, je dormirais, mais à mon réveil, je commencerais à tracer une vie au-delà des attentes de ceux qui m'avaient rejeté. La pluie claquait contre la fenêtre comme si elle comptait les secondes avant l'aube. Et j'ai fermé les yeux sur le premier chapitre d'une vie que je n'avais pas encore redéfinie. 51 ans, meurtri par un anniversaire insignifiant, mais sur le point de découvrir quelque chose que j'avais oublié, ma propre valeur. Ça n'a pas toujours été comme ça. Je me souviens de la première fois que j'ai vu Clarisse à une fête d'étudiants. J'avais failli sécher le cours parce que mon service à l'épicerie avait du retard. Elle portait une robe rouge qui lui collait à la peau comme une seconde peau, son rire résonnant dans la pièce comme une chanson que je n'arrivais pas à sortir de ma tête. Elle parlait à 3 personnes à la fois, le regard brillant et les mains frôlant l'air comme un chef d'orchestre. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un d'aussi vivant, d'aussi ambitieux et prometteur. J'étais silencieux à l'époque, toujours l'observateur, celui qui laissait les autres combler le silence. Elle a capté mon regard à travers la pièce, et je me souviens comme elle ne détournait pas le regard, comme son sourire m'atteignait comme une bouée de sauvetage. Nous avons commencé à discuter ce soir-là, et quand le fut vide, je lui ai dit des choses que je n'avais dites à personne d'autre. À propos de mon père parti quand j'avais 9 ans, de ma mère qui cumulait 2 boulots juste pour subvenir aux besoins de notre maison grinçante, et de l'impression que je devais toujours tout réparer. Clarisse écoutait avec la même intensité qu'elle mettait à tout faire. Quand elle m'a dit qu'elle étudiait le marketing, je lui ai dit que je travaillais dur pour payer mes études, visant un diplôme dans ce domaine parce que cela me semblait stable. Elle a ri et m'a dit que la stabilité était surfaite, qu'elle préférait bâtir des empires plutôt que de gérer ses comptes en banque. Et je me souviens avoir pensé que je pourrais peut-être l'aider à faire les deux. Je l'ai épousée à 24 ans. Même à l'époque, je savais quel était le feu sacré et que j'étais défoncé. Elle brûlait de toutes ses forces et laissait des cendres dans son sillage. Et j'essayais simplement d'attraper les braises avant qu'elles ne s'envolent. Nous avons emménagé dans un petit appartement près de la ville, un 2 pièces avec vue sur l'arrêt de bus. Je travaillais le jour dans une petite entreprise technologique, le soir à l'épicerie. Clarisse était déjà en pleine ascension. Des promotions, des éloges, des poignées de main de gens en costume qui me donnaient l'impression d'être un intrus dans ma propre vie. Mais je croyais en elle. Chaque soir, quand elle rentrait, je m'assurais que le dîner soit servi, que les factures soient payées, que l'appartement soit bien chaud. Je me disais que c'était ça, l'amour, que je lui donnais les bases sur lesquelles s'appuyer pendant qu'elle visait les étoiles. Quand Aubrey est né, j'ai pensé que cela nous rapprocherait. Je me souviens de l'avoir tenue dans la salle d'accouchement, surse sur mes joues, car je n'avais jamais rien vu d'aussi parfait, d'aussi fragile. Les yeux de Clarisse étaient mi-clos d'épuisement, mais elle m'a serré la main et m'a dit, « On a réussi, Marcus. Elle est à nous. » Je me suis dit, peut-être, que c'est à ce moment-là qu'on est devenu une vraie famille. J'ai pris les tétés du soir sans me plaindre. Je changeais ses couches à 3 heures du matin, je la promenais pour l'endormir, sa petite tête sur mon épaule. La carrière de Claricea a décollé encore plus vite après ça. Responsable régionale, puis vice-présidente, puis le genre de poste de direction qui faisait sonner son téléphone à toute heure. Ça ne me dérangeait pas, ou du moins je me le disais. Je prenais le relais à la maison, m'assurant qu'Aubrey avait ce dont elle avait besoin. J'ai appris à lui tresser les cheveux, à lui préparer son déjeuner comme elle l'aimait. Pas de croûte sur le sandwich, des bâtonnets de carottes coupés en petits cœurs. Mais à un moment donné, j'ai cessé d'être sa partenaire pour devenir son papier peint. Toujours là, toujours fiable, mais facile à oublier. Je ne l'ai pas vu arriver. Il n'y a pas eu de moment précis, pas de rupture brutale, juste une lente érosion de notre complicité d'autrefois, comme du sable glissant entre mes doigts. Je rentrais de mon service, fatigué et sentant le cirage, et elle était au téléphone dans la cuisine, parlant d'objectifs trimestriels et de lancement de projets. Aubrey était à table, casque sur les oreilles, le regard vitreux à force de parcourir son fil d'actualité. Je lui demandais comment s'était passée sa journée,
et elle haussait les épaules ou marmonnait un mot ou deux avant de retourner à son écran. Clarisse raccrochait et demandait si le dîner était prêt. C'était le rythme de nos vies. Je ne me plaignais pas. C'était peut-être mon erreur. Peut-être que si j'avais élevé la voix, fixé un point, dit quelque chose, les choses auraient pu être différentes. Mais j'avais passé tant d'années à essayer d'être le ciment qui nous unissait. Et le ciment n'impose rien. Il empêche juste les choses de s'effondrer. Je me disais que si j'étais suffisamment stable, patiente, il se souviendrait pourquoi il m'aimait. Mais l'amour qu'il faut se rappeler est déjà parti. Je l'ai ressenti le plus le soir des 16 ans d'Aubrey. Clarisse avait organisé une fête dans une salle de réception chic sur un toit-terrasse du centre-ville. Musique live, repas préparé par un traiteur, un gâteau assez grand pour un mariage. Je me tenais au bord de la foule, un gobelet en plastique à la main, car je rentrais chez moi en voiture. Aubrey souffla ses bougies, entouré de ses amis, et Clarisse l'embrassa sur la joue comme la reine qu'elle avait toujours été. Personne ne me regarda. Personne ne remarqua ma présence, sauf pour me demander de prendre des photos. Je l'ai pris en photo en train de rire et de poser, les doigts crispés sur le téléphone, l'appareil photo capturant un monde dont je ne faisais pas partie. Au moment de partir, Aubrey me serra le bras, le regard déjà à l'affût de la prochaine distraction. Clarisse me remercia d'avoir réglé l'addition. C'est tout. J'ai du mal à admettre que j'ai laissé faire. Que je suis resté les bras croisés pendant que la femme que j'aimais s'éloignait si loin que je ne voyais même plus l'horizon. Que j'ai vu ma fille grandir et devenir quelqu'un qui me regardait à travers moi au lieu de me regarder. Mais je l'ai fait. J'ai laissé faire parce que je pensais que c'était ça l'amour. Inconditionnel, inflexible, inébranlable. Je pensais que si je donnais assez, ils combleraient les vides de leur propre lumière. Au lieu de cela, ils m'ont laissé dans le noir. J'avais passé des années à me dire que j'étais le chanceux. Le mari de Clarisse, le père d'Aubrey. Mais maintenant, je le vois plus clairement que je ne l'aurais jamais voulu. J'étais leur complaisance. La main sur qui maintenait les lumières allumées et le réfrigérateur plein. L'homme qui réparait l'évier quand il fuyait, qui payait les factures même quand les salaires étaient maigres, qui restait silencieux pour pouvoir continuer à briller. Je pensais que c'était suffisant. Je pensais que c'était ça l'amour. Mais ce n'en était pas un. C'était un auto-effacement. Ce soir, assis dans cette chambre de motel, la pluie battant lentement et moqueusement contre la fenêtre, je peux enfin le dire. C'était ma faute. Non pas qu'ils aient cessé de m'aimer. Peut-être que c'était inévitable, mais que je me suis laissé devenir le bruit de fond. Que j'ai pris le devoir pour le dévouement, le silence pour le soutien, l'endurance pour l'amour. Je pensais tout leur donner, mais je leur donnais un homme qui ne demandait rien en retour. Et on ne peut pas aimer quelqu'un qui disparaît pour son confort. Alors me voilà, les yeux rivés sur le plafond fissuré, à tracer les traces d'eau comme les lignes de regret qui dessinent ma poitrine. Je comprends maintenant que l'effondrement de ma famille ne tient pas seulement à leur choix. Il s'agit des miens. Les 1000 fois où je suis resté silencieux alors que j'aurais dû parler. Les 100 fois où j'ai laissé Clarisse s'éloigner d'une dispute parce que je ne voulais pas la contrarier. Les innombrables fois où j'ai dit à Aubrey que j'étais fier d'elle sans lui demander si elle était fière de moi. J'ai construit une forteresse autour d'eux et j'ai oublié de me construire une porte. Il n'est pas trop tard. C'est ce que je me répète sans cesse. J'ai 51 ans. Mes cheveux grisonnent aux tempes. Mes mains sont calleuses à force d'années de travail, mais elles savent encore construire, réparer ce qui est brisé. Peut-être, qu'elles peuvent me construire aussi. Un homme qui s'exprime. Un homme qui exige le respect. Un homme qui refuse d'être le bruit de fond de sa propre vie. Je ne sais pas encore à quoi cela ressemble, mais je sais une chose. Je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas continuer à prétendre que je ne compte pas. Que ma valeur se mesure seulement en salaire et en tâches ménagères. J'ai peut-être été le ciment, mais maintenant il est temps d'être l'architecte de ma propre vie. Je dois croire que c'est possible. Je dois croire que même un homme qui s'est laissé aller peut apprendre à revenir à la lumière. Alors, demain, je commencerai à y réfléchir. Mais ce soir, je vais me laisser envahir par le poids de mes erreurs. Je vais laisser la culpabilité m'envahir, non pas pour m'y noyer, mais pour en tirer des leçons, car c'est le moment où j'arrête de les blâmer et où je commence à assumer mes choix. Et peut-être, juste peut-être, c'est le premier pas vers une vie qui m'appartient enfin. Ce soir-là, j'ai dormi dans un motel miteux au bord de l'autoroute.
C'était le genre d'endroit qui sentait la cigarette froide et le produit de nettoyage usé, où la réceptionniste ne prenait même pas la peine de lever les yeux de son magazine pendant que je signais la caisse. Je m'y attendais, je m'attendais à ce que ce sentiment d'invisibilité me suive partout. Je le portais avec moi comme une seconde peau. Je traînais mon sac de sport en haut des marches en linoléum craquelé et dans un couloir qui semblait interminable. Les plafonniers vacillaient comme s'ils hésitaient entre travailler ou démissionner. Chambre 214. La clé glissa dans la serrure avec un clic fatigué. Comme si même la porte hésitait à s'ouvrir. À l'intérieur, la chambre était exactement comme je l'avais imaginé. Un lit affaissé au milieu, une télévision boulonnée à la commode, une petite table à laquelle il manquait une chaise. Le genre d'endroit qui ne poserait pas de questions, que l'on ait besoin de se cacher pour une nuit ou un an. J'ai posé le sac de sport, me suis assise au bord du lit et j'ai respiré comme si je n'avais pas réalisé que j'avais retenu mon souffle depuis ma sortie de cette maison. J'avais l'impression que mes poumons s'étaient effondrés quelque part entre l'allée et le parking du motel. Je n'ai pas déballé mes affaires. Je ne me suis même pas changé. Je suis resté assise là, à fixer le mur, comme si cela pouvait me donner des réponses que je ne trouvais pas en moi. Mon dîner d'anniversaire ce soir-là s'était composé d'un paquet de cacahuètes de distributeur automatique et d'une bouteille d'eau chaude. Je n'avais même pas réalisé que j'avais faim jusqu'à ce que les cacahuètes soient finies et que l'emballage repose, froissé, dans mon poing. Cela me semblait normal, 51 ans sur cette terre, assis seul dans un endroit comme celui-ci. Ma vie réduite à un sac de sport et une paire de chaussures achetées en solde 2 ans plus tôt. J'ai attrapé mon téléphone par habitude. Une bouée de sauvetage. Je me suis dit qu'il y aurait peut-être un message d'Aubrey. Des excuses, même timides, quelque chose pour me sentir moins jetable. Mais l'écran était vide. Pas d'appel manqué, pas de SMS, juste la lueur vide de l'écran de verrouillage avec sa photo de coucher de soleil bon marché prise l'été dernier en arrière-plan. J'ai toujours aimé cette photo. Quelque chose dans la façon dont l'orange et le rose se fondaient, promettant une fin, mais aussi un début. Ce soir, j'avais l'impression que c'était un mensonge. J'ai ouvert le panneau de notification. C'était là, enfoui sous une série de mises à jour d'applications inutiles. Un achat avec la carte de crédit de Clarisse, 11 725 $ de chaussures de créateur. Ma poitrine s'est serrée. Je le voyais si clairement. Elle riait avec ses amis dans une boutique de luxe, essayait des chaussures plus chères que notre loyer à notre mariage. Je pouvais presque entendre sa voix, ce ton sec qu'elle utilisait quand elle pensait que je n'étais pas à la hauteur de ses attentes. Marcus, tu ne comprends pas ce dont j'ai besoin. Tu ne comprends pas ce que j'ai sacrifié. Sacrifié. Ce mot a résonné dans la pièce comme une provocation. J'avais tout sacrifié. Mon temps, mon énergie, mes rêves, pour qu'elle puisse construire la vie qu'elle voulait. J'avais accepté toutes les heures supplémentaires, tous les petits boulots, tous les appels à 2 heures du matin d'une Aubrey en pleurs. J'avais été l'épine dorsale d'une maison qui semblait maintenant appartenir à des inconnus. Et elle m'avait acheté des chaussures de créateur pour mon anniversaire. J'ai raccroché, mais l'écran est resté gravé dans ma tête. Le chiffre 1725 $ me brûlait comme un fer. Ce n'était pas l'argent qui m'avait brisé, même si j'avais sué pour chaque centime. C'était la cruauté désinvolte de la situation. La façon dont elle m'avait quitté avant même que je quitte l'allée. J'ai alors réalisé combien peu j'avais d'importance à leurs yeux. Comment j'étais devenu l'homme qui faisait fonctionner les choses sans avoir le droit d'en partager les bénéfices. Je suis resté assis là un long moment, le ronronnement du vieux climatiseur emplissant le silence. Une pensée m'est venue à l'esprit, inattendue, aiguë et glaciale. Elle n'avait pas changé les mots de passe. Je les avais créés des années auparavant, à l'époque où nous nous faisions confiance. Je connaissais les emails de récupération, les questions de sécurité, les numéros de secours qu'elle trouvait si intelligents. J'avais construit le système qui lui facilitait la vie, celui qu'elle n'avait jamais pris la peine d'apprendre parce qu'elle m'avait. J'ai repris mon téléphone. Mes doigts ont plané sur l'écran. J'ai senti quelque chose bouger en moi, comme un levier poussé trop loin, qui s'enclenchait enfin. Je n'étais pas en colère. Je n'étais même plus triste. J'étais lucide. J'avais passé des années à vivre dans l'ombre de leur vie, à faciliter, à financer. Il était peut-être temps que je fasse autre chose. Mon esprit s'est mis à fonctionner comme il ne l'avait pas fait depuis des années, comme une mémoire musculaire d'une époque où je ne m'étais jamais laissé aller. J'ai repensé à la configuration de ses comptes, à la chaîne de connexion, à la sauvegarde qu'elle n'avait jamais pris la peine de modifier.
Je voyais les chemins dans ma tête comme un plan. Un chiffre erroné, un détail mal aligné, et tout s'enlisait. Et c'est moi qui l'avais construit. C'est moi qui pouvais le déconstruire. Je repensais aux factures qui avaient toujours été à mon nom. Les cartes de crédit que j'avais co-signées parce qu'elles ne voulaient pas s'embêter à remplir les papiers, les polices d'assurance que j'avais souscrites, celles qui nécessitaient ma signature pour tout changement. J'avais été là, fantôme, invisible, sans remerciement, mais j'avais toujours été là. Et c'était peut-être là mon pouvoir. Je pris une inspiration, la laissant emplir mes poumons comme une bouée de sauvetage. Mes mains ne tremblaient pas. Mon cœur ne battait pas fort. Je n'avais pas peur. J'étais calme comme je ne l'avais pas été depuis des années. J'ouvris l'application bancaire, celle qu'elle n'avait jamais pris la peine de mettre à jour, pensant que ce serait toujours moi qui m'en occuperais. Les soldes me fixaient. Sain, stable, bâti sur des années de sacrifice, et maintenant ce n'était plus que des chiffres. Une pensée s'installa dans ma poitrine, froide et définitive. Peut-être était-il temps qu'ils réalisent qui avait rendu tout cela possible. Peut-être était-il temps qu'ils se souviennent de l'homme qu'ils avaient relégué au second plan. Je ne voulais pas me venger. Pas vraiment. Je ne voulais pas leur faire de mal, mais je voulais qu'ils comprennent que les fondations sur lesquelles ils s'étaient appuyés avaient toujours été les miennes. Que la vie qu'ils avaient construite reposait sur un homme qui avait cessé de demander des remerciements depuis longtemps. J'ai fermé l'application sans rien changer. Mais j'ai senti le poids de cette possibilité peser sur mes épaules comme une nouvelle armure. J'avais le choix. J'avais la connaissance. Et c'était peut-être ce qui me permettrait de traverser cette épreuve. Pas l'amertume, mais la lucidité. La certitude que je pouvais agir si je le voulais, que je n'étais pas impuissante. J'ai posé le téléphone sur la table de nuit, éteint la lumière et me suis allongé sur le lit. Le bourdonnement de la climatisation emplissait la pièce. Dehors, l'autoroute bourdonnait de voitures qui passaient à toute vitesse. Des gens qui se dirigeaient vers des vies que je ne connaîtrais jamais. Je me demandais ce que Clarisse faisait en ce moment. À rire avec ses amis, peut-être à admirer ses nouvelles chaussures. Aubrey était dans sa chambre à envoyer des textos à ses amis pour le bal de promo, la fac ou tout ce qui comptait pour elle en ce moment. Et moi, j'étais là, dans un motel au bord de l'autoroute, avec un sac de sport et une poignée de souvenirs que je ne comprenais plus. Mais pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de ne pas être qu'un personnage secondaire dans leur vie. J'avais l'impression de pouvoir choisir la suite, et c'était quelque chose qu'aucun cadeau d'anniversaire ne pouvait acheter. Je fermais les yeux, laissant l'obscurité m'envahir comme une promesse. Les cacahuètes du distributeur étaient vides sur la table. Mon estomac gargouillait, mais je m'en fichais. J'en avais assez de satisfaire les besoins des autres. Ce soir, savoir que j'avais encore mon mot à dire sur ma propre histoire me suffisait. Peut-être que demain je trouverai quoi faire de ce pouvoir. Mais pour ce soir, je laissais la révélation m'envahir comme un bouclier. Je n'étais pas partie. Je n'étais pas impuissante. J'étais toujours là. Et peut-être, juste peut-être, j'étais prête à recommencer. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. J'étais simplement plongé dans un brouillard agité, mon esprit ressassant chaque conversation et chaque compromis qui m'avait conduit ici. Les plafonds fissurés du motel semblaient m'observer, témoin indifférent de l'homme que j'étais devenu, un homme qui détenait autrefois les clés d'un royaume bâti sur la confiance et un dévouement aveugle. J'avais passé des décennies à être l'architecte discret de notre vie, construisant l'infrastructure numérique qui assurait le bon fonctionnement de tout pendant que Clarisse brillait sous les projecteurs. J'avais créé les comptes, défini les mots de passe, lié les cartes et signé les chèques. Chaque fois qu'elle avait besoin de quelque chose, de nouvelles chaussures, de vacances, d'une rénovation, elle me le demandait, et je le faisais, tel un fantôme bienveillant, invisible mais essentiel. C'était presque drôle comme Clarisse riait de mes vieilles manières. Elle levait les yeux au ciel chaque fois que je mentionnais l'authentification à 2 facteurs ou que je lui rappelais de mettre à jour ses mots de passe. « Marcus, tu t'inquiètes trop », disait-elle. Sa voix était légère, emplie d'une affection condescendante qui me donnait envie de disparaître entre les murs. C'est pour ça que je t'ai. Je lui avais construit une forteresse de confort. J'avais relié sa messagerie à son téléphone, son application bancaire à ses comptes, et même créé un dossier partagé sur le cloud où se trouvaient tous nos documents importants, actes notariés, police d'assurance, déclaration d'impôts. Je l'avais fait par amour, bien sûr. Un amour qui n'attendait rien en retour, si ce n'est quelques remerciements occasionnels qui ne venaient jamais. Aubrey n'était pas mieux.
Plus jeune, elle brandissait sa tablette, les yeux brillants, et disait « Papa, j'ai encore oublié mon mot de passe. » Je le réinitialisais avec les réponses qu'elle m'avait données quand je l'avais configuré pour elle. Sa couleur préférée, son deuxième prénom, la rue où nous habitions quand elle avait 6 ans. Je pensais l'aider à gagner en indépendance, lui donner les outils nécessaires pour voler de ses propres ailes. Mais il s'avère que je l'avais entraînée à dépendre de moi sans même m'en rendre compte. Assis au bord de ce lit douillet de motel, je réalisais que toutes ces années passées à leur simplifier la vie m'avaient laissé les clés de tout. Chaque fois que Clarisse se moquait de mon approche traditionnelle de la sécurité, je mettais discrètement à jour les emails de sauvegarde et les questions secrètes. Chaque fois qu'elle ignorait mes rappels de changer son code PIN, je veillais à en conserver une copie sécurisée dans mes notes. J'avais été le gardien silencieux de nos finances. Et maintenant, au milieu de ce désastre, je voyais le plan comme tatoué sur mes paumes. J'allumais mon ordinateur portable, celui qu'il n'utilisait jamais car trop lent, et fixais l'écran de connexion. Je tapais le mot de passe principal, celui que personne d'autre que moi ne connaissait. Il s'ouvrit comme une porte grinçant dans la nuit, révélant un labyrinthe de comptes, de cartes de crédit, de soldes bancaires, de services publics, et même les sites de shopping préférés de Clarisse. Les noms d'utilisateurs étaient tous là, nets et ordonnés, exactement comme je les avais laissés. Un mot de passe qu'elle n'avait pas changé depuis que je l'avais créé, parce que pourquoi l'aurait-elle fait? J'étais toujours là pour gérer les détails. L'idée de vengeance m'avait traversé l'esprit plus d'une fois depuis cette nuit où j'avais reçu le t-shirt « Déception ». Mais en fixant l'écran, j'ai ressenti autre chose. Un pouvoir. Pas celui qui blesse ou brise, mais celui, calme et stable, qui naît du savoir. Clarisse avait bâti son empire sur mon échafaudage. Elle n'avait jamais compris comment tout cela fonctionnait, car elle n'en avait jamais eu besoin. Pourquoi l'aurait-elle fait, alors que j'avais toujours été là pour tout maintenir? J'ai cliqué sur son compte email, celui qu'elle utilisait pour ses achats en ligne, ses opérations bancaires, et même les frais de scolarité d'Aubray. Elle utilisait toujours la même question de sécurité que j'avais créée des années auparavant. Quel est le nom de jeune fille de ta mère? Et la même réponse, Chambers. J'aurais pu le changer sur le champ, mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. Au lieu de cela, je me suis contenté de sourire devant la simplicité de la situation. L'empire qu'elle avait bâti sur la facilité était si fragile, si dépendant d'un seul point de défaillance, moi. Les comptes d'Aubray étaient encore plus simples. Elle avait autrefois utilisé mon nom comme mot de passe bancaire, Marcus 123, quand elle était adolescente, et je lui avais dit de le changer quand elle a commencé l'université, mais elle ne l'avait pas fait. Pas vraiment. Elle vient d'ajouter une marque d'exclamation à la fin. J'ai secoué la tête, un sourire triste et amer qui tord mes lèvres. Ce n'était pas qu'ils ne me faisaient pas confiance. C'était qu'ils ne m'ont pas vu. J'étais le processus de fond, le serveur silencieux fredonnant dans le coin de leur vie. Je me suis penché en arrière sur la chaise de motel grinçante et j'ai laissé le poids de cette réalisation s'installer dans mes os. Je n'étais pas en colère, pas exactement. La colère était trop chaude, trop immédiate. Ce que je ressentais était plus froid, plus profond, un sentiment de finalité qui venait de voir clairement les choses pour la première fois depuis des années. Je n'étais pas une victime ici. Pas complètement. J'avais construit ce système pièce par pièce avec amour et bonnes intentions. Je leur ai donné le pouvoir d'oublier qui a tout mis en place. Mais maintenant, je pouvais leur rappeler, pas avec des menaces ou des matchs de cris ou des papiers de divorce. Non, ce serait trop facile, trop prévisible. Je leur rappellerai en leur montrant les fissures du système, les vulnérabilités qu'ils n'avaient jamais remarquées parce qu'elles étaient trop occupées à vivre leur vie organisée. Je ne prendrai pas leur argent, je ne drainerai pas leurs comptes et ne les verrouillerai pas complètement. Cela me ferait juste un autre méchant dans leur histoire. Je leur rappelle simplement qui était l'architecte. J'ai alimenté l'ordinateur portable et j'ai regardé l'obscurité de l'écran. Mon reflet regarda en arrière, gris vers les tempes, lignes gravées autour de mes yeux. Un homme qui avait passé sa vie à tenir une structure qui s'était transformée en prison. Un homme qui avait trop peur de demander ce qu'il méritait. Mais maintenant, dans cette salle de motel obsolète, j'ai réalisé que le système était toujours à moi. Clarisse pourrait avoir ses chaussures de créateur. Aubray pourrait avoir ses manèges Uber et son défilement sans fin à travers les médias sociaux. Mais ils sauraient tous les deux finalement que la commodité à laquelle ils s'attendaient s'attendre avec un coup. Et peut-être, juste peut-être, ils comprendraient que l'homme qu'ils avaient radié car la déception avait construit le monde même dont ils étaient si fiers.
J'ai fermé les yeux et imaginé Clarisse sur la carte de Béastro sur le toit à diminuer, son brunch parfaitement organisé s'effondre dans un silence maladroit alors que le serveur planait. J'ai imaginé Aubrey à mi-chemin à travers la ville, son glitching d'application Uber, incapable de payer, les yeux du conducteur froid dans le rétroviseur. Ce n'était pas une vengeance. C'était un rappel. Un rappel que l'homme qui a installé le système avait toujours le plan. J'ai ouvert les yeux, le poids de ses connaissances s'installant comme une impulsion régulière dans ma poitrine. Demain, je commencerai à passer les appels. Les banques, les prestataires de services, ceux qui demanderaient une vérification de l'identité que je pourrais fournir. Ne pas les blesser. Non, pas vraiment. Mais leur rappeler, leur faire voir que l'homme qu'ils avaient pris pour acquis était celui qui a rendu leur vie si transparente. À ce moment-là, je me sentais plus vivant que depuis des années. Je n'étais pas la déception. J'étais l'architecte. Et peu importe le nombre de chaussures de créateur que Clarisse a achetées, peu importe le nombre de selfies qu'Aubrey a pris, il ne pourrait jamais changer le fait que j'ai été celui qui a construit le système. Et maintenant j'ai été moi qui pouvais le démonter. J'ai fermé l'ordinateur portable, je l'ai placé soigneusement dans son étui et je me suis allongé sur le lit. Le bourdonnement du climatiseur m'a bercé dans un calme rare. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas peur. J'étais éveillé. J'étais conscient et j'étais prêt. Le soleil a percé les minces rideaux de motel comme un voleur, glissant dans la pièce dans des stridors pâles qui semblaient étrangères et intrusives. Je n'avais pas beaucoup dormi, le cas échéant, mais l'adrénaline qui m'avait transporté la nuit a toujours traversé mes veines, accélérant mon pouls, me gardant debout alors que l'épuisement aurait dû m'avoir laissé tomber comme une pierre. Mon ordinateur portable était assis sur le bureau branlant, s'est ouvert et bourdonnait comme un complice, attendant les commandes. Je l'ai regardé, sentant le bourdonnement régulier de possibilités sous ma peau. Clarisse et Aubrey dormaient probablement encore dans leur maison chaleureuse avec leurs couettes de designer et leurs rideaux de panne de courant et tous les signes extérieurs d'une vie que j'avais passé des décennies à maintenir. J'ai pensé qu'ils se réveillaient dans un monde qui ne fonctionnait plus comme ils s'y attendaient. Un monde où chaque robinet et glissement ne les récompense pas instantanément, où chaque carte ne glissait pas sans effort. Je ne les avais pas volés, je n'avais pas pris un seul dollar, mais j'avais construit un système et maintenant je leur rappellerai qui tenait la clé principale. Je me suis connecté au premier compte, notre compte bancaire partagé. Le nom de Clarisse était le premier sur la déclaration, mais c'est moi qui s'étais assuré qu'il restait équilibré, qui a transféré l'argent de l'épargne pour couvrir les factures de carte de crédit, qui a appelé la banque chaque fois qu'elle oubliait son mot de passe après une virée commerciale en ligne. L'équilibre avait l'air sain. Des années de sueur et de mon inquiétude ont été empilées dans des colonnes soignées. Mes doigts planaient sur le clavier. Je ne voulais pas le vider. Je voulais le congeler. J'ai cliqué sur le lien d'activité suspecte du rapport, une fonctionnalité que j'avais activée il y a des années pour nous protéger contre le vol d'identité. Quelques clics, une transaction de drapeau, un simple achat que j'ai marqué comme suspect. Le système a fait le reste. Congestion automatique. Clarisse recevrait un SMS et un email, et le compte serait verrouillé jusqu'à ce qu'elle puisse vérifier son identité. Elle serait au téléphone avec la banque pendant des heures. Elle devrait creuser les détails. J'avais toujours manipulé pour elle. Et elle se rendrait compte, elle savait que l'homme qu'elle avait radié comme la déception était celui qui avait tout rendu transparent. Ensuite, sa carte de crédit, une autre connexion, un autre mot de passe familier, l'anniversaire de sa mère, celui que je lui ai rappelé chaque année. Elle n'avait jamais pris la peine de le changer, même après tous les avertissements. J'aurais pu vider la limite, mais ce n'était pas le but. J'ai cliqué sur signaler une activité frauduleuse, j'ai signalé quelques transactions et j'ai laissé le système le verrouiller. Elle devrait appeler, expliquer, faire ses preuves. Je l'avais regardée avant la performance du centre d'appel. Cette impatience à peine voilée dans sa voix, cette confiance que le monde se plierait pour elle. Voyons à quel point elle a bien joué lorsque le script a retourné. Le compte Uber d'Aubrey était le suivant. Une petite chose, mais elle avait toujours été liée à la carte familiale que j'ai gérée. Je l'avais mise en place à l'âge de 15 ans. Je me suis assuré qu'elle pouvait rentrer de l'entraînement, des pyjamas, de tous les endroits où j'étais trop fatigué pour venir la chercher après avoir travaillé en retard. J'avais ajouté mon email comme sauvegarde, quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué. Une réinitialisation rapide de mots de passe, une question de sécurité. Qui est votre héros? La réponse, papa, celle-là m'a presque brisé. J'aurais pu le laisser seul, mais je ne l'ai pas fait.
J'ai changé le mot de passe et me suis déconnecté de chaque appareil. Un petit inconvénient, mais cela lui rappellerait que papa était toujours dans le système. Utilitaire, abonnement, service de streaming. Avec une simple demande de compte. Contexte. La lumière. Pas comme l'homme qu'ils avaient ridiculisé ou ignoré, mais comme celui qui avait construit le système qu'ils avaient pris pour acquis. J'avais été leur fondation. J'avais été le pare-feu entre eux et le chaos. Et ils avaient oublié. Je me suis assis sur la chaise grinçante, l'ordinateur portable bourdonnant avec un défi silencieux. Mon café était devenu froid, une fine couche d'écume à la surface, mais je m'en fichais. J'ai regardé l'écran, la liste soignée des comptes gelés, et j'ai arrêté les paiements, et je me suis senti un calme que je ne connaissais pas depuis des années. Je ne les volais pas. Je n'essayais pas de les détruire. Je leur donnais une leçon, un rappel que chaque empire a son ingénieur, et que l'ingénieur avait toujours été moi. La pluie à l'extérieur s'était arrêtée. Le soleil monta plus haut, réfléchissant sur l'autoroute comme une promesse. Je me demandais ce qu'ils feraient lorsqu'ils se sont réveillés et ont trouvé que leurs cartes diminuaient, leurs abonnements suspendus, leurs applications leur posant des questions auxquelles ils n'auraient jamais pensé répondre. Clarisse serait furieux. Je le savais. Elle appellerait la banque, les prestataires de services, peut-être même la police. Elle essaierait de le faire tourner comme sabotage que le petit acte d'un homme qui ne pouvait pas gérer d'être laissé. Peut-être qu'elle m'appellerait même, la colère coulant de chaque syllabe. Je pouvais presque l'entendre. Marcus, qu'est-ce que tu as fait? Mais elle ne le dirait jamais à haute voix. Marcus, comment vous ai-je laissé disparaître? C'était la question que je voulais qu'elle pose. C'était la question que je voulais qu'ils soient tous les deux confrontés. Mon téléphone a bourdonné sur le bureau. Un texte d'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert. Salut, papa. Mon application Uber ne fonctionne pas, avez-vous fait quelque chose? Pouvez-vous le réparer? Aubrey, celui qui avait ri de moi la nuit où ils m'ont donné le t-shirt. Ma gorge se resserra. Je pourrais le réparer. Je pourrais lui envoyer un texto en DOS. Je pouvais tout faire disparaître, mais je ne l'ai pas fait. J'ai posé le téléphone et je l'ai laissé bourdonner dans le silence. Je n'étais pas cruel. J'étais nécessaire. Pendant des années, j'avais porté les sans demander merci. Maintenant, je voulais qu'ils comprennent qui a rendu leur vie si facile. Et peut-être, juste peut-être, je voulais qu'ils apprennent que l'homme qu'ils avaient radié car la déception avait encore une voix, en valait toujours la peine. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis penché en arrière, laissant la lumière du soleil du matin tomber sur mon visage. J'ai senti la fatigue s'installer dans mes os, le poids de chaque quart de travail en prolongation, chaque repas silencieux mangé seul pendant qu'il riait dans une autre pièce. Mais sous la fatigue était une étincelle, petite mais assez brillante pour me guider en avant. Le gel n'était pas une vengeance. C'était un rappel. Et demain ou le lendemain, quand ils ont appelé et exigé des réponses, je serai prêt. Je leur dirai la vérité qu'ils ont ignorée depuis si longtemps. Je leur rappelle qui a construit le système. Je leur rappellerai qui ils auraient chassé. Et puis peut-être que je serai enfin libre. Le soleil du matin a frappé comme une lumière de recherche dans cette petite salle de motel, peignant le tapis usé avec des rayures d'or qui ressemblaient plus à des barreaux de prison qu'à une invitation à une nouvelle journée. Moi sirotais le café du motel amer, les yeux fixés sur l'écran de mon téléphone car les notifications sont venues en une par une. De minuscules tremblements numériques secouant le sol sous le monde organisé parfait de Clarisse. J'ai imaginé ses cheveux élégants, le maquillage impeccable, la quintessence du sang-froid, debout au comptoir de caisse de cette base de toit de luxe qu'elle aimait, une carte à la main, prête à taper et à glisser à travers le brunch comme elle l'a toujours fait. Elle ne s'attendait pas à une pause, à un problème, à un seul bégaiement dans le rythme qu'elle avait chorégraphié pour elle-même. J'imagine que le premier coup a diminué. Elle riait, une inclinaison polie de sa tête vers le serveur. Ce sourire gracieux qu'elle portait comme une armure. C'est étrange, disait-elle, en regardant son téléphone comme si une petite surveillance expliquerait la fracture soudaine dans son monde. Le serveur hochait la tête, maladroit et incertain, et recule pendant qu'elle essayait la carte de secours, refusait à nouveau. Le sourire glisserait juste une fraction, les yeux vacillants d'irritation alors que les bords de contrôle commençaient à s'effilocher. Elle appellerait la banque ensuite, la voix nette, chaque syllabe affinée comme une lame. Elle demanderait des réponses, s'attendrait à ce que le système cède à son charme, son statut. Mais le système ne se souciait pas de son statut.
Le système a demandé les réponses que je lui avais données. Des phrases de sécurité, des couches de récupération et elle ne les aurait pas parce qu'elle ne se serait jamais suffisamment souciée pour les apprendre. Je pouvais l'imaginer debout là, un téléphone pressé vers son oreille, la bastre bourdonnant de rire et de lunettes de tintement alors que sa journée parfaite se dissouta autour d'elle. Elle jetait un coup d'œil sur ses amis, un sourire forcé, des excuses marmonnantes sur les problèmes techniques. Mais à l'intérieur, je savais qu'elle ressentirait la griffe froide de la panique. Parce qu'à ce moment-là, le monde qu'elle avait construit sur mon travail silencieux révélerait son architecte, et il n'était plus là pour le réparer. L'effondrement d'Aubrey serait plus silencieux, mais tout aussi révélateur. Son trajet Uber a interrompu à mi-voyage. Son abonnement Amazon Prime suspendu. Son application de streaming musical lui demandant de vérifier une carte de crédit qu'elle ne savait même pas être liée à mon compte. J'avais été son filet de sécurité. Le père calme qui s'est assuré que chaque mot de passe fonctionnait, chaque paiement effacé. Elle n'avait jamais pensé à demander comment tout cela fonctionnait. Je ne me suis jamais demandé qui a gardé les roues tournées. Elle s'attendait juste à ce qu'elles fonctionnent. Et maintenant ce n'est pas le cas. Les messages ont commencé à venir comme de la pluie sur un toit en tain, stable et insistant. Papa, que se passe-t-il avec l'application Uber? Ça ne me laissera pas payer. Marcus, les cartes ont diminué. Je suis au brunch et je suis gêné. Papa, appelez-moi. Tout le monde me regarde comme si j'étais une sorte de criminel. J'ai laissé le téléphone bourdonner sur la table. Chaque vibration une petite victoire. Non pas parce que je voulais qu'il souffre, mais parce que pour la première fois depuis des années, il me cherchait. Pas l'homme qui a fixé des choses dans les coulisses, mais l'homme qui était la clé de tout leur système. L'homme qui avait toujours été là. Je pouvais les voir maintenant, Clarisse dans ses talons de créateur, son regard vif sculant la pièce pour une solution facile. Sa voix s'élevait alors qu'elle essayait d'expliquer au serveur pourquoi elle ne pouvait pas payer son repas. Elle serait plus furieuse à l'inconvénient qu'à moi, parce que c'était toujours la voix de Clarisse. L'inconvénient était un péché dans son monde soigneusement ordonné. Et moi, j'avais toujours été le seul à lisser. Pas aujourd'hui. J'ai ouvert mon ordinateur portable, les doigts stables, alors que j'ai passé en revue les prises de sécurité que j'avais mis en place. Chacun était légitime, initié avec les mêmes outils que j'avais utilisés pendant des années pour les protéger contre la fraude, le vol d'identité, les pirates. Seulement cette fois, la menace n'était pas d'un cybercriminel sans visage. La menace provenait de l'intérieur, de l'homme qu'ils avaient sous-estimé. J'ai imaginé la voix de Clarisse au téléphone avec la banque, aiguisée, insistante, répétée. Elle serait si sûre d'elle-même, si confiante que le système se plierait à sa volonté. Mais le système avait besoin de réponses. Question de sécurité dont elle n'avait jamais pris la peine de se souvenir. Épingle qu'elle me laisserait se mettre à la fois puis oublier. Quel est le nom de jeune fille de ta mère? Dans quelle rue avez-vous vécu en 2007? Question cela ferait craquer la fondation sur laquelle elle se tenait. J'ai siroté le café, grimaçant au goût amer. Cela ressemblait à un rappel approprié de l'amertume que j'avais avalée pendant des années. Les excuses sans fin que j'avais chuchotées dans le calme après chaque combat. Les compromis qui m'ont laissé un fantôme dans ma propre vie. Aujourd'hui, l'amertume ressemblait à du carburant. Le message d'Aubrey a été le plus difficile à ignorer. Papa, s'il te plaît. Je suis coincé. Je ne peux pas payer mon retour à la maison. J'ai peur. J'ai regardé l'écran, le texte brillant comme une accusation. Pendant un moment, j'ai presque cédé. Presque atteint le téléphone pour le réparer, pour la sauver comme je l'ai toujours eu. Mais ensuite je me suis souvenu de la nuit où elle avait ri de ce t-shirt, de la déception, et de la façon dont elle s'était tenue à côté de sa mère pendant que je sortais sous la pluie avec un sac de bouche. J'ai pensé aux nuits que je l'avais poussée à m'entraîner après avoir travaillé 16 heures, les fois où je suis resté debout tard pour réparer son ordinateur ou préparer son déjeuner. Et j'ai pensé à la façon dont elle avait cessé de me voir comme autre chose que l'homme qui s'est assuré que son monde fonctionnait bien. Alors j'ai laissé le téléphone bourdonner. Chaque vibration rappelle que je n'étais plus leur serviteur. J'étais l'homme qui avait construit le système et l'homme qui pouvait le casser. Clarisse serait furieux. Elle appellerait les banques, les prestataires de services, la police si elle le devait. Elle tisserait une histoire de trahison, de sabotage. Elle me peinait comme mesquin, vindicative, désarticulé. Et peut-être qu'une partie de cela était vrai.
Peut-être que je laisserais l'amertume durcir en quelque chose de net. Mais je ne les volais pas. Je ne drainais pas les comptes. Je leur montrais la réalité qu'ils ont ignorée depuis trop longtemps. Le téléphone a sonné. Nom de Claricea. Je l'ai laissé sonner. Je l'ai imaginé à l'autre bout, la voix coupée, les yeux froids, tapotant ses talons de créateur dans le hall en marbre. Elle calculerait son prochain mouvement, découvrait comment faire tourner cela, comment le réparer. Mais il n'y avait pas de correctif temps. Pas sans moi. Une seconde plus tard, un autre texte. Marcus, tu étais toujours mesquin. Maintenant, le monde entier le voit. J'ai regardé les mots, senti la vieille culpabilité se lever dans ma gorge. La même culpabilité que j'avais ressentie chaque fois qu'elle avait rejeté mes inquiétudes. Chaque fois qu'elle roulait des yeux lorsque j'ai essayé d'expliquer les détails d'une facture ou d'un compte. Mais cette fois, la culpabilité ne m'a pas étouffé. Cette fois, c'était comme une confession qu'elle ne se rendait même pas compte qu'elle avait faite. Parce que si le monde entier le voyait, c'était parce que je me suis finalement rendu visible. J'ai fermé mon ordinateur portable, l'écran faisant un clin d'œil comme pour dire qu'il avait fait son travail. La chambre du motel était calme, l'air épais avec l'odeur du café rassis et de vieux regrets. Mais sous cela, j'ai ressenti quelque chose de nouveau, un sentiment de contrôle que je n'avais pas ressenti depuis des années. Non pas parce que je les ferais du mal, même si la blessure était indéniable, mais parce que je leur ai finalement rappelé qui j'étais. Je me tenais, étirant mon dos jusqu'à ce qu'ils sautent et regardaient par la fenêtre l'occupation autoroute. La vie a continué là-bas, indifférente aux petites révolutions qui se produisent dans cette salle de motel miteuse. Je ne savais pas ce que demain apporterait. Peut-être que Clarisse récupérerait ses comptes, réinitialiserait ses mots de passe, le lisserait partout comme elle l'a toujours fait. Peut-être qu'Aubrey apprendrait à résoudre ses propres problèmes, trouverait que papa n'était pas seulement un processus de fond dans sa vie. Peut-être. Mais je savais une chose avec certitude. Il n'oublierait jamais qui a mis en place le système. Et il ne confondent plus jamais mon silence avec la faiblesse. Pas après aujourd'hui. Le troisième jour, la salle du motel était plus petite que jamais. Les murs pressaient comme s'ils étaient fatigués d'entendre ma respiration. Mais je m'en fichais. J'avais ouvert mon ordinateur portable, l'écran, un portail dans un monde que je contrôlais pendant des décennies. Un royaume numérique que j'ai construit par loyauté, routine et désespoir silencieux, chaque clic, chaque vérification, chaque petit gel. C'était comme laisser la chapelure dans le désert de mon propre démêlage. Et maintenant, les échos de ce chaos avaient finalement atteint le monde en dehors de notre famille. Je me suis assis des jambes croisées sur le lit, en sirotant une tasse en papier bon marché de café de motel, en faisant défiler les textes et les publications sur les réseaux sociaux qui ont commencé à couler dans de l'eau comme un barrage fissuré. Clarisse s'effondrait lentement au début, puis avec la force imparable d'une tempête. Cela a commencé avec quelques poteaux vagues. Certaines personnes vont se poursuivre pour ruiner votre pièce. Dies trahison. C'était son style. Ne jamais nommer des noms. Toujours se peindre comme la mauvaise fête. Elle était bonne dans ce domaine aussi. Au fil des ans, elle maîtrisait l'art de créer une image qui faisait d'elle le héros de chaque histoire, victime de chaque injustice. J'avais vu ses récits de spin pour les clients, ses collègues, même les professeurs d'Aubrey. Elle pouvait prendre la vérité la plus désordonnée et le polir jusqu'à ce qu'il brille. Mais cette fois, les fissures ont montré. Un autre article est venu quelques heures plus tard. Lorsque vous pensez que vous connaissez quelqu'un et que vous sabotez votre vie, c'est une douleur particulière. Diez ne faites confiance à personne. Elle avait toujours aimé les hashtags, sa façon de invoquer la sympathie d'un monde qui n'a jamais vu au-delà des points forts. Les goûts sont venus rapidement, des amis qui s'écoutent avec des messages de soutien, des câlins virtuels et des condoléances. Et puis, comme clockwork, mon téléphone bourdonnait d'un texte d'un vieil ami du collège, Tony. Et mec, a vu les messages de Clarisse. Tout va bien? Je l'ai regardé, un mélange d'incrédulité et d'amusement amer tourbillonnant dans ma poitrine. Tony avait disparu il y a des années, trop occupé à gravir sa propre échelle pour remarquer que je suis tombé du mien. Mais maintenant, il s'en souciait parce que Clarisse avait diffusé notre effondrement privé à son cercle organisé de copains de brunch et d'alliés d'entreprise. Je n'ai pas répondu. Je ne lui ai pas dû expliquer. D'autres messages ont suivi, certains de personnes dont je me souvenais à peine. Et Marcus, temps difficile? Faites-moi savoir si vous avez besoin de quelque chose. Ou pire,
j'ai toujours su que Clarisse était trop bonne pour vous, mais c'est le niveau supérieur. Le ton de pitié, les notes de condescendance, ressemblaient à 1000 minuscules aiguilles. Chacun m'a rappelé parmi les années, j'avais passé tout faire fonctionner, donc personne n'a dû voir les fissures. Maintenant, les fissures étaient exposées et tout le monde avait une opinion. Mais celui qui a frappé le plus durement est venu de ma cousine Bette. Marcus, je suis vraiment désolé que vous traversiez ça. Faites-moi savoir si vous voulez parler. Simple, gentil, mais je pouvais voir entre les lignes. Elle avait lu les messages de Clarisse, et maintenant elle voulait mon côté de l'histoire. Je l'imaginais en faisant défiler les commentaires, les amis de Clarisse sombrent sur le sabotage financier et certaines personnes ne grandissent jamais. J'ai imaginé son visage, cette inclinaison inquiète de sa tête, ses doigts planant sur le clavier, se demandant si elle devait prendre parti. J'ai éteint mon téléphone. Je n'étais pas prêt à me défendre. Je ne voulais pas expliquer. Je voulais qu'ils voient ce que j'ai vu. Le fait que la femme qu'ils admiraient avait construit sa vie sur le travail silencieux d'un homme qu'ils n'ont jamais pris la peine de connaître. Je me suis retourné vers mon ordinateur portable, en regardant l'implosion silencieuse se dérouler. Les poteaux de Clarisse avaient déclenché une inondation de sympathie, mais les fissures avaient commencé à y apparaître également. Un commentaire, quelqu'un nommé Rachel, co-ouvrier de Clarisse S, j'ai deviné, a écrit « Waouh, vous n'avez-vous pas dit une fois que vous n'aviez jamais eu à vous soucier de cela parce que Marcus était si fiable ?» Celui qui a piqué. Je pouvais presque entendre la voix de Clarisse, flippant et dédaigneuse. Marcus s'occupe de moi-même. Infrastructure de sa vie, le moteur de course en douceur qu'il a laissé briller. Elle n'avait jamais vu sa mère comme ça, frénétique, impuissante. Je me demandais si elle comprendrait la leçon, la vérité que j'étais trop fatigué pour lui apprendre toutes ces années, que le monde ne tournait pas autour de la volonté de sa mère. Que parfois le moteur derrière l'Empire avait également besoin d'attention. Je me suis penché contre la tête de lit, mes yeux granuleux de trop d'heures à regarder les écrans, mais je ne pouvais pas détourner le regard. Chaque message, chaque commentaire, chaque appel sans réponse était un fil de discussion. Et avec chacun, j'ai senti quelque chose se déplacer en moi, une libération lente d'un poids que j'avais transporté trop longtemps. Je n'étais pas le petit homme amer Clarisse me peindrait. Je ne la sabotais pas pour le sport. Je lui montrais la vérité. Le fait que le système qu'elle avait pris pour acquis ne fonctionnait pas sur le pilote automatique, que chaque balayage, chaque achat, chaque date de brunch avait un architecte silencieux et que l'architecte était finalement sorti de l'ombre. Un message à Pinger, un privé de Clarisse. Je l'ai ouvert, le cœur stable, Marcus, assez. Vous nous humiliez. J'ai besoin de vous pour réparer cela maintenant. Toutes les capuchons ont crié à partir de l'écran. Je pouvais presque voir le feu dans ses yeux, le désespoir griffant son sang-froid. Pendant un moment, je voulais répondre pour lui dire que je le réparerais, que j'avais toujours été le fixateur. Mais ensuite je me suis souvenu du t-shirt, de son rire, de la pluie froide sur mon visage. Alors que je m'éloignais, j'ai tapé une seule ligne. Je ne t'ai pas humilié. Je vous ai juste rappelé qui vous avez oublié. J'ai appuyé sur Send, a fermé l'application et fermé l'ordinateur portable. À l'extérieur de la fenêtre, le soleil se couchait, jetant le ciel dans des stries de rose et d'orange. C'était comme une promesse que le monde continuerait à tourner avec ou sans moi. J'avais passé trop longtemps à le maintenir ensemble, trop longtemps en les laissant croire que je serais toujours là pour nettoyer le gâchis. Maintenant, il devrait apprendre à se tenir seul. Et moi, j'avais finalement trouvé ma voie dans le silence. Et je n'étais pas prêt à abandonner. La salle de motel ressemblait à une cellule de maintien alors que je lis la chaîne de messages qui illuminait mon téléphone comme une lumière stroboscopique. Chacun était une variation différente du même thème. La voix de Clarisse. La voix d'Aubrey. Faire écho aux accusations, voyage de culpabilité, le genre de jeu de mots manipulateur que je reconnais au fil des ans. Vous ruinez la dernière année d'Aubrey. Clarisse a envoyé un texto à son tour aiguisé par le genre de justice qu'elle pouvait manier. Comment pourriez-vous nous faire cela après tout ce que nous avons fait pour vous? Et d'Aubrey, une flèche plus courte et plus nette. Papa, pourquoi es-tu comme ça? J'ai besoin de toi. Mon pouce planait sur le bouton de réponse, ma poitrine serrée avec le souvenir de chaque nuit tardive que j'avais passée à réparer les choses. Les frais de scolarité payés à temps, les fêtes d'anniversaire ont organisé, se rendent aux pratiques lorsque les réunions de Clarisse ont couru longtemps. Je m'assurais que chaque détail de leur vie se déroulait bien,
même si cela signifiait que mes propres rêves tombaient au bord du chemin. J'ai pensé à la voix de Clarisse, douce et persuasive quand elle voulait quelque chose, coupée froide quand elle ne l'a pas fait. Je pouvais l'entendre même maintenant. La façon dont elle avait tordu mes excuses en confession. Comment elle avait lissé chaque argument avec un Marcus soigneusement répété, « Vous êtes tout simplement trop sensible ». Je l'ai vu pour ce que c'était maintenant, une vie de l'éclairage à gaz qui m'avait transformé en partenaire silencieux dans ma propre vie. Les messages ont continué à venir. Vous étiez toujours mesquin, Marcus. Maintenant, le monde entier le voit, a écrit Clarisse. Et je pouvais pratiquement entendre le dégoût dans sa voix. Mais ce que le monde n'a pas vu. Ce qu'elle ne voulait pas qu'il voie, c'est la dette que j'avais accumulée pour garder Aubrey dans cette école privée. Les nuits qui m'étaient assise à la table de la cuisine équilibrant le chéquier pendant qu'elle faisait défiler Instagram. Ils n'ont pas vu le temps que j'avais réparé le robinet qui fuit à minuit afin que la maison soit parfaite lorsque sa famille s'est rendue. Je n'ai rien gâché. Je me suis rappelé que je viens d'arrêter de parrainer l'illusion. Le dernier message d'Aubrey m'a frappé le mieux. Papa, je te déteste pour ça. J'ai fermé les yeux, laisse la douleur s'installer dans la moelle de mes os. Elle était trop jeune pour comprendre les années de petites humiliations. La façon dont j'avais été faite pour s'estomper pour qu'il puisse briller. Et peut-être qu'elle ne le ferait jamais. Peut-être que cela faisait partie du lâcher-prise. Je pose le téléphone, l'écran sombre et silencieux. Pour la première fois depuis des années, je ne courais pas pour réparer les choses. Je ne poursuivais pas leur approbation. Je n'étais pas l'homme qui s'est excusé juste pour garder la paix. J'étais l'homme qui était finalement sorti de l'ombre et leur montrait la vérité qu'ils avaient travaillé si dur pour ignorer. Et peut-être, juste peut-être, c'était suffisant. Une semaine après le gel, j'ai mis la chemise qu'il m'avait donnée le jour de mon anniversaire. La déception, soigneusement pliée avec les plis lissés à plat. Je l'ai placée dans une boîte brun nature. Pas de fanfare, pas de fracle, juste la chemise et un seul glissement de papier avec ma note. Vous m'avez qualifié de cela, mais les déceptions ne paient pas vos factures. Bonne chance. Je ne l'ai pas signé. Il ne méritait pas de signature. En passant devant notre ancienne maison, j'ai senti une finalité tranquille s'installer dans ma poitrine. La pelouse était aussi bien entretenue que jamais. Les fleurs de Clarisse et la rose soignées comme elles l'avaient toujours été. Je me demandais si elle penserait que le forfait était un cadeau, peut-être une offre de paix. Elle a toujours aimé les fins soignées, les choses qu'elle pouvait encadrer comme son triomphe. Je me suis arrêté vers le trottoir et j'ai laissé la boîte sur le pas. Je n'ai pas sonné la cloche. Je ne voulais pas voir leur visage. N'a pas eu besoin de leurs larmes, de leurs malédictions ou de leurs excuses. C'était mon adieu. Le genre calme et délibéré qui n'avait pas besoin de leur permission. Je suis parti sans regarder en arrière, la maison se rétrécissant dans le rétroviseur. J'avais trouvé un petit appartement au bord de l'eau, un endroit qui ne sentait pas comme de vieux combats ou un ressentiment silencieux. J'avais commencé un emploi de contrat dans le soutien informatique, quelque chose de simple, stable, où personne ne s'attendait à ce que je sois le contexte du succès de quelqu'un d'autre. Je me suis également inscrit à la thérapie. Et pour la première fois, j'ai commencé à raconter mon histoire. Pas la version de Clarisse. Pas celui où j'étais toujours trop sensible, trop silencieux, mais le mien. Une histoire où j'étais moi qui comptais. Et cela, j'ai réalisé que c'était la meilleure vengeance de tous. Les semaines se sont tournées vers des mois, et la salle du motel ressemblait à un chapitre lointain, celui que je lisais tellement de fois que je pouvais le réciter dans mon sommeil. Clarisse avait finalement retrouvé l'accès à ses comptes. Je m'y attendais. Elle était implacable lorsque le monde ne se penchait pas à sa volonté. Aubrey avait également trouvé des moyens de payer à nouveau ses manèges et brunch Uber. Le silence entre nous est resté, un gouffre qu'aucune excuse ne pouvait combler. Aubrey a appelé une fois juste pour me blâmer d'avoir ruiné la saison du bal. Je l'ai laissé parler, ses mots vifs comme du verre brisé. Je n'ai pas interrompu. Quand elle s'arrêta, attendant que je le répare, j'ai simplement dit, je ne suis plus votre solution. Ils sont retournés à leur vie soigneusement organisée. Brunch, message Instagram, brunch à nouveau. Sourire parfait, photo de scène, légende pleine de hashtags sur la résilience et à l'avenir. Mais cette fois, je n'étais pas là pour payer la facture. J'avais continué aussi. J'ai trouvé un petit bureau à l'entreprise informatique, un bureau dans un coin calme où mon travail était valorisé et mon nom n'a pas été oublié. La thérapie a aidé.
J'ai dit la vérité là-bas, chaque morceau de celui-ci, même les parties qui ont encore piqué. La meilleure vengeance n'était pas de geler les cartes. Ce n'était pas le moment de panique sur le visage de Clarisse lorsque son monde a cessé de tourner. C'était la vie que j'ai construite lorsque je suis sorti de l'arrière-plan. Ma propre vie, vivait selon mes propres termes, n'est plus cachée derrière leurs besoins. Je n'étais plus la déception. J'étais l'architecte de ma propre histoire. Et c'était la fin à laquelle il ne s'attendrait jamais.